J'ai tout vendu. L'appartement du 16e, la maison de famille à Deauville, les actions, presque tout. Il ne reste que quelques meubles dans un garde-meuble et un compte en banque avec un chiffre qui me fait encore un peu peur. Quand ma belle-sœur Mathilde a su, elle m'a regardée comme si j'avais perdu la tête. « Anaëlle, à ton âge, qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai souri. Un sourire que je ne me connaissais pas. Justement, Mathilde, à mon âge, elle n'a pas compris. Personne n'a compris. Damien non plus. Enfin, Damien ne sait pas encore. Pas vraiment. Il le découvrira. Ou peut-être qu'il a déjà découvert. C'est pour ça qu'il a appelé, je crois. Mais je commence mal. Laissez-moi reprendre. Mon nom est Anaëlle Castan. J'ai 65 ans. Je suis veuve depuis 2 ans et demi. Ou 2 ans et 4 mois? Non, 2 ans et demi, c'était en juillet. Mon mari s'appelait Philippe. Il est mort d'un infarctus pendant un dîner d'affaires. Très élégant, très Philippe, sans drame, sans adieu. Juste parti. Nous avons eu un fils, Damien. Il a 38 ans. Il travaille dans la finance, comme son père. Il a épousé Gaïa il y a 6 ans. Gaïa est architecte d'intérieur. Belle, ambitieuse, toujours parfaitement habillée. Le genre de femme qui commande du thé vert au restaurant et qui dit des choses comme « on optimise notre patrimoine ». Ils vivent à Paris, dans le Marais. Moi aussi, je vivais à Paris. Enfin, je vis toujours à Paris, mais pas dans l'appartement où j'ai passé 35 ans. Celui-là, je l'ai vendu. Je vis maintenant dans un 2 pièces que j'ai loué à Montmartre. Un endroit que Philippe aurait détesté. Trop de touristes, disait-il. Trop bruyant. Mais Philippe n'est plus là. Et moi, je ne sais plus très bien qui je suis sans lui. C'est ça le problème, ou la vérité. Pendant 40 ans, j'ai été Madame Castan, l'épouse de Philippe Castan, consultant international, membre de 3 conseils d'administration, invitée dans les dîners où les conversations tournent autour des marchés et des fusions-acquisitions. J'ai été celle qui souriait, celle qui recevait, celle qui disait toujours oui. Maintenant, je suis... Quoi? Une veuve de 65 ans qui vit dans 45 mètres carrés et qui ne sait plus quoi faire de ses journées? Non, pas exactement. Mais j'y arrive. Patience. Le téléphone a sonné un mardi. Non, un mercredi. Oui, un mercredi matin, parce que j'étais en train de boire mon café devant la fenêtre. Je fais ça maintenant. Je bois mon café lentement, sans regarder l'heure, sans penser à ce que je dois faire ensuite. C'est étrange. 40 ans d'agenda rempli, et maintenant je peux rester 1 heure à regarder les toits de Paris sans que personne ne m'attende. Maman, la voix de Damien, chaleureuse, presque trop. Mon chéri, quelle surprise. Ce n'était pas vraiment une surprise. Damien m'appelle 1 fois par semaine, le dimanche soir, exactement à 20h. Jamais en semaine, jamais le matin. On voulait te proposer quelque chose, avec Gaïa. Toujours on, maintenant, jamais je. On se disait, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, et on a quelques jours de libre, on pourrait venir passer un peu de temps avec toi? Chez toi? J'ai senti quelque chose. Une petite alerte, très discrète, comme quand on entend un bruit dans la maison la nuit et qu'on se dit « ce n'est rien », mais qu'on reste quand même aux aguets. Chez moi? Oui, on se disait que ce serait bien, te tenir compagnie, passer du temps ensemble. Tu sais, depuis que papa est parti, on ne te voit plus beaucoup. C'était vrai. Je ne les voyais plus beaucoup. Parce qu'après la mort de Philippe, les déjeuners familiaux sont devenus, comment dire, tendus. Gaïa me regardait comme si j'étais une enfant qu'il fallait surveiller. Damien me posait des questions sur mes finances, mes projets, mes intentions. Ce serait avec plaisir, mon chéri. Mais tu sais, l'appartement est petit. Je ne suis pas sûre que... Mais non, maman. On n'a pas besoin de grand-chose. On dort n'importe où, vraiment. On veut juste être avec toi, avec moi. J'ai dit oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'une mère dit d'autre? Ils sont arrivés un vendredi soir, avec 2 grosses valises, pour quelques jours.
Gaïa a fait le tour de l'appartement avec un sourire poli qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. C'est cosy. Cosy. Le mot que les gens utilisent quand ils veulent dire petit. Oui, c'est suffisant pour moi. Mais quand même, Anaël, tu avais l'habitude de tellement plus. Tu ne t'ennuies pas? Tu ne te sens pas à l'étroit? Non. Je respire mieux ici. Elle a ri. Un petit rire qui signifiait qu'elle ne me croyait pas. Damian a posé leurs valises dans ce qui est maintenant ma chambre d'amis. Enfin, chambre d'amis, c'est un canapé-lit dans un coin du salon. Mais ils ont dit que c'était parfait. Vraiment. Le premier soir, on a commandé japonais. Gaïa a beaucoup parlé de leur dernier projet de rénovation, d'un client très exigeant, de leur week-end à Bruxelles. Damien souriait, me resservait du vin, me demandait si j'allais bien, si je mangeais correctement, si je sortais un peu. J'ai dit que oui, que tout allait bien, que j'avais mes habitudes. « Tes habitudes ?» a demandé Gaïa. « Lesquelles ?» J'ai hésité. Parce que, quelles habitudes exactement? Je me lève, je bois mon café, je marche jusqu'à la boulangerie, je lis, je regarde par la fenêtre. Ce sont des habitudes? Je prends soin de moi. Elle a hoché la tête, lentement, comme si elle prenait note. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. Vers 7 heures, c'est mon heure. Philippe se levait à 5h30, toujours. Pendant des années, je me suis levée à 5h30 aussi, pour lui préparer son café, son costume repassé, ses journaux. Maintenant, je me lève à 7 heures. C'est ma petite rébellion. Gaïa et Damien dormaient encore. J'ai préparé du café, j'ai sorti des croissants que j'avais achetés la veille et je me suis assise près de la fenêtre. C'est là que je l'ai entendue. La voix de Gaïa. Basse. Presque un murmure. Ils étaient dans la chambre. La porte était entr'ouverte. Oh, tu es sûre qu'elle a tout vendu? La voix de Damien. Moins basse. Mathilde m'a dit que oui. L'appartement, la maison, tout. Mais pourquoi? Ça n'a aucun sens, à son âge. Un silence. Puis Damien. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle ne va pas bien. Peut-être qu'il faut qu'on vérifie un peu. Vérifie quoi? Ses finances, ses projets, ce qu'elle compte faire. Elle a 65 ans, Gaïa. Elle ne peut pas prendre des décisions comme ça sans nous en parler. Sans nous en parler, tu veux dire sans ton accord. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'est l'héritage familial. Mon père a travaillé toute sa vie pour qu'elle vende tout et qu'elle fasse quoi? Qu'elle parte vivre dans un taudis à Montmartre? J'ai serré ma tasse. Très fort. Le café est devenu froid dans ma main. On doit parler avec elle, a dit Gaïa, gentiment. Mais on doit comprendre ce qui se passe. Je sais. Et si elle a fait des erreurs? Si elle a signé des choses, il faut vérifier. Tu es son fils. Tu as le droit de savoir. Le droit de savoir. J'ai posé ma tasse, très lentement, sans bruit. J'ai souri. Un sourire que personne n'a vu. Ils sont sortis de la chambre 10 minutes plus tard, souriants, affectueux. « Maman, tu as préparé le café? Tu es adorable, adorable. » Gaïa m'a embrassée sur la joue. Elle sentait le parfum cher, toujours. On a pensé qu'on pourrait passer la journée ensemble, faire des courses, peut-être, ou juste marcher, profiter, profiter. Avec plaisir, j'ai dit. Et j'ai souri, un vrai sourire. Parce que j'avais compris. Ils n'étaient pas venus pour me tenir compagnie. Ils étaient venus pour surveiller, pour vérifier, pour s'assurer que je n'étais pas en train de gaspiller ce qui leur revenait. Et moi, je venais de décider quelque chose. J'allais les laisser chercher. J'allais les laisser poser leurs questions, fouiller mes papiers, me traiter comme une vieille femme confuse qui ne sait plus ce qu'elle fait. Et puis, eh bien, on verrait. Je ne vais pas vous mentir. Ça fait mal. Savoir que votre fils vous voit comme ça, comme un problème à gérer, un patrimoine à protéger. Mais je crois que ça faisait mal depuis longtemps. Depuis des années, peut-être. Depuis que Damien est devenu exactement comme Philippe.
les mêmes costumes, les mêmes mots, la même façon de me regarder comme si j'étais décorative. Pendant 40 ans, j'ai été décorative. Maintenant, je ne sais pas encore ce que je suis, mais je sais ce que je ne suis plus. Je ne suis plus celle qui dit oui. Je ne suis plus celle qui sourit en silence. Je ne suis plus celle qui attend qu'on lui donne la permission de vivre. Alors je les ai laissés rester. 3 jours, 4, 1 semaine. Et j'ai observé Gaïa qui rangeait mes papiers en les lisant. Damien qui posait des questions sur mon notaire, sur mes comptes, sur ce que j'avais prévu. Et moi qui continuais à sourire, à préparer le café, à être adorable, en attendant le bon moment. Vous savez ce qui est étrange? Pendant toutes ces années, j'ai cru que j'avais besoin de Philippe, de son argent, de son nom, de sa protection. J'ai cru que sans lui, je ne serais rien. Mais la vérité, c'est que j'ai toujours été là, sous Madame Castan, sous l'épouse modèle, sous la mère dévouée. Il y avait une femme qui dessinait des jardins dans un vieux cahier, une femme qui rêvait de terre et de plantes et de choses qui grandissent lentement, avec patience. Cette femme, elle a attendu 40 ans. Elle a attendu que Philippe parte. Elle a attendu que Damien grandisse. Elle a attendu d'avoir 65 ans pour comprendre que trop tard n'existe pas vraiment. Ou peut-être que si. Peut-être que c'est trop tard pour certaines choses, mais pas pour vivre, pas pour respirer, pas pour recommencer. Alors je l'ai fait. J'ai vendu. J'ai tout vendu. Et avec cet argent, eh bien, je vais vous raconter. Petit à petit. Parce que c'est une histoire qui mérite d'être racontée lentement. Comme les jardins qui poussent, comme la vie qui revient, comme moi qui me réveille, à 65 ans, enfin. Vous savez, cette chose que vous n'avez jamais osé faire, cette décision que tout le monde trouverait folle, elle est toujours là, à attendre. La mienne a attendu 40 ans. J'ai cru qu'il était trop tard. J'avais tort. Je crois que je dois vous expliquer. Pourquoi j'ai tout vendu? Pourquoi je vis maintenant dans un appartement qui tient dans une valise? Pourquoi Damien et Gaïa pensent que j'ai perdu la tête? Pour ça, il faut que je vous raconte qui j'étais avant. Ou plutôt, qui j'ai cessé d'être. J'avais 23 ans quand j'ai rencontré Philippe. Non, 24. J'allais avoir 24. C'était en mars, je crois. Ou février. Non, mars, parce qu'il y avait encore du froid, mais les premières fleurs commençaient. Je finissais mes études à l'École nationale supérieure de paysage, à Versailles. Vous connaissez? C'est une école magnifique. On apprend à dessiner des jardins, à penser l'espace, à imaginer comment les plantes vont grandir, comment la lumière va changer, comment les saisons vont transformer ce qu'on a créé. J'adorais ça. J'adorais dessiner. Passer des heures avec mes crayons et mes feuilles immenses à imaginer des parcs, des jardins privés, des espaces verts pour des villes. Je dessinais tout le temps. J'avais un cahier vert foncé avec une couverture rigide. Je l'emportais partout. Je ne sais pas où il est maintenant. Si, je sais. Il est dans une boîte, au garde-meubles, avec tout ce que j'ai gardé de ma vie d'avant. Mais je n'y ai pas touché depuis longtemps. Philippe est venu à Versailles pour une conférence. Il travaillait déjà dans le conseil en stratégie. Il avait 32 ans, 8 ans de plus que moi. Il portait un costume gris très élégant et il parlait avec une assurance que je n'avais jamais vue chez personne. On s'est croisés au jardin du château. Je dessinais les bassins. Il s'est arrêté, il a regardé mon cahier et il a dit « C'est vous qui avez fait ça ?» Oui. C'est remarquable. Remarquable. Le mot m'a fait sourire. Personne ne m'avait jamais dit que mon travail était remarquable. Il m'a invité à prendre un café, puis un dîner, puis un autre dîner. 3 mois plus tard, il m'a demandé en mariage. J'ai dit oui. Bien sûr que j'ai dit oui. C'était Philippe Castan. Brillant, ambitieux, promis à une grande carrière. Et moi j'étais une étudiante qui dessinait des jardins. Ma mère était folle de joie. Anaëlle, tu te rends compte? Philippe Castan. Tu ne peux pas laisser passer ça. Je ne voulais pas laisser passer ça. Mais je ne savais pas ce que j'allais laisser passer d'autre.
Le mariage a eu lieu 6 mois plus tard. Une grande cérémonie à Neuilly. Beaucoup de monde. Des gens que je ne connaissais pas. Des collègues de Philippe, des relations d'affaires, des amis de sa famille. Ma mère m'a aidé à choisir ma robe. Blanche, classique, élégante. Tu seras parfaite, ma chérie, Madame Castan. Tu te rends compte? Je me rendais compte. J'ai porté la robe. J'ai souri sur les photos. J'ai dit oui devant tout le monde. Et le soir, dans la voiture qui nous emmenait vers l'hôtel, Philippe m'a pris la main et m'a dit « Tu sais, Anaëlle, maintenant que nous sommes mariés, il faudra que tu arrêtes cette histoire de jardin. » J'ai cligné des yeux. « Arrêter ? Oui, enfin, tu comprends. Mon travail demande beaucoup de déplacements, de réceptions. J'aurai besoin de toi, pour m'accompagner, pour recevoir, pour être là. Mais, mon diplôme, je vais finir dans 3 mois. 3 mois, c'est parfait. Tu finiras, tu auras ton diplôme, et après tu seras Madame Castan. Ce sera suffisant, non? Il souriait, un sourire doux, presque tendre. Et moi j'ai hoché la tête. Parce que c'était notre nuit de noces, parce que je venais de l'épouser, parce que ma mère aurait dit que j'étais folle de ne pas accepter. J'ai hoché la tête. J'ai dit oui. Encore une fois. J'ai fini mon diplôme. J'ai eu mon diplôme, avec mention même. Mon professeur m'a dit « Anaëlle, tu as un vrai talent. Tu devrais postuler chez Desvignes. Ou chez Clément. Ils cherchent des jeunes paysagistes. » J'ai souri. « Merci, je vais réfléchir. Je n'ai jamais postulé, parce que 2 semaines après mon diplôme, Philippe m'a annoncé qu'on avait été invité à un dîner important, puis un autre. Puis un déjeuner avec un client, puis une réception. Et petit à petit, mon cahier vert est resté sur l'étagère. Puis dans un tiroir. Puis dans une boîte. Les premières années, je me disais que c'était temporaire, que j'allais reprendre. Plus tard, quand Philippe serait moins occupé, quand on serait installé. Damien est né 3 ans après notre mariage. Un beau bébé, très sage. Je l'adorais. Je l'adore toujours. Mais avec un bébé, il n'y avait plus de temps pour les jardins, plus de temps pour dessiner. Philippe voyageait beaucoup. Moi, je restais à Paris avec Damien. Je m'occupais de lui. Je l'emmenais au parc, je lui préparais ses repas. Je lisais des livres sur l'éducation, sur la parentalité, sur comment être une bonne mère. Et le soir, quand Philippe rentrait, je lui préparais un dîner. On parlait de sa journée, de ses clients, de ses projets. Il ne me demandait jamais comment était ma journée. Parce que ma journée, eh bien, c'était toujours la même, non? Quand Damien a eu 6 ans, j'ai dit à Philippe « Je voudrais peut-être reprendre, un peu, travailler. » Il a levé les yeux de son journal. « Travailler? Pourquoi? » Parce que j'ai fait des études, j'ai un diplôme. Et Damien est à l'école maintenant, j'ai du temps. Anaëlle. Il a posé son journal. Il m'a regardé. Tu as tout ce dont tu as besoin ici. Un bel appartement. Une vie confortable. Damien. Moi. Pourquoi tu voudrais aller t'épuiser dans un bureau? Ce n'est pas s'épuiser. C'est créer, dessiner, faire quelque chose. Tu fais déjà quelque chose. Tu es une épouse. Une mère. C'est important, non? C'était important. Bien sûr que c'était important, mais je ne sais pas. Il y avait quelque chose qui me manquait, quelque chose que je ne savais pas nommer. Je n'ai pas insisté. Philippe n'aimait pas quand j'insistais. Les années ont passé. J'ai arrêté de parler de jardin, j'ai arrêté de dessiner, j'ai arrêté de penser à ce que j'aurais pu faire. Je suis devenue Madame Castan, l'épouse de Philippe Castan, celle qui sourit au dîner, celle qui porte les bonnes robes, celle qui dit les bonnes choses au bon moment, celle qui ne dérange pas, celle qui ne demande rien, celle qui disparaît. Je crois que c'est ça, la vérité. Pendant 40 ans, j'ai disparu. Petit à petit, sans m'en rendre compte. Anaëlle, la paysagiste, disparue. Anaëlle qui dessinait, disparue. Anaëlle qui rêvait, disparue. Il ne restait que Madame Castan. Et Madame Castan, elle était parfaite.
Elle ne se plaignait jamais. Elle ne pleurait jamais. Elle faisait ce qu'on attendait d'elle. Jusqu'à ce jour où Philippe est mort. C'était un jeudi. Non, un mercredi. Oui, un mercredi soir. Philippe avait un dîner d'affaires. Il est parti vers 19h. Il était de bonne humeur. Il m'a embrassé sur la joue. Ne m'attends pas, je rentrerai tard. D'accord. À 23h30, mon téléphone a sonné. C'était l'hôpital. Infarctus massif. Pendant le dîner. Ils ont essayé de le réanimer. Mais c'était fini. Philippe était parti. Je crois que je devrais vous dire que j'ai pleuré. Que j'ai été effondré. Que j'ai cru que je ne m'en remettrais jamais. Mais la vérité, c'est que j'ai pleuré. Oui, beaucoup. Parce que Philippe était mon mari. Parce que j'avais partagé 40 ans de ma vie avec lui. Parce que c'était triste. C'était très triste. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que je n'osais pas dire. Quelque chose que je ne voulais même pas penser. Un petit soulagement. Très discret. Très coupable. Un petit soulagement qui disait « Tu es libre maintenant. Je ne vous demande pas de me comprendre. Je ne suis pas sûre de me comprendre moi-même. Comment peut-on être triste et soulagé en même temps? Comment peut-on pleurer son mari et ressentir une sorte de liberté? Je ne sais pas, mais c'est ce qui s'est passé. Et pendant les mois qui ont suivi, dans cet appartement immense et vide, j'ai commencé à me poser des questions. Qui suis-je maintenant? Que vais-je faire? Qu'est-ce que je veux? Des questions très simples, que je ne m'étais jamais posées. Et un jour, j'ai ouvert la boîte dans le garde-meubles. J'ai trouvé mon vieux cahier vert, mes dessins, mes jardins imaginaires. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de soulagement, de colère. Une colère immense contre moi-même, parce que j'avais laissé tout ça partir, parce que j'avais 65 ans et que je ne savais plus qui j'étais, parce que j'avais dit oui, toujours oui, à tout. Et maintenant, il était peut-être trop tard, mais peut-être pas. Peut-être que je pouvais encore faire quelque chose, peut-être que je pouvais encore dessiner, créer, vivre. Alors j'ai décidé, j'allais vendre, tout vendre, l'appartement, la maison, les souvenirs, j'allais recommencer. Même si c'était fou, même si tout le monde me prendrait pour une folle, j'allais le faire. Pour moi. Enfin. Vous avez déjà ouvert une boîte et trouvé un rêve que vous aviez oublié? Moi, j'ai trouvé le mien dans un cahier vert. Il avait 40 ans. Il m'attendait. Et il me regardait avec des yeux qui disaient « Tu te souviens de moi ?» Damien et Gaïa sont restés 1 semaine. Ou 10 jours. Je ne sais plus. Les jours se mélangeaient un peu. Eux dans mon petit appartement, moi qui faisais semblant que tout était normal, que leur présence ne me dérangeait pas, que je ne les entendais pas fouiller. Parce qu'ils fouillaient. Oh, discrètement, élégamment. Gaïa qui rangeait mes papiers sur le bureau. Damien qui cherchait un stylo et qui ouvrait mes tiroirs. Des questions, toujours des questions. Maman, tu as vu ton notaire récemment? Anaël, tu as pensé à faire un testament clair? Ça évite tellement de complications après... Après ma mort, il voulait dire. Je souriais. Je répondais vaguement. Oui, tout était en ordre. Non, je n'avais pas besoin d'aide. Merci, c'est gentil de vous inquiéter. Et pendant ce temps, j'avais un secret. 3 jours avant leur arrivée, j'avais fait quelque chose. Quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'avais pris un train, toute seule, sans dire à personne où j'allais. Direction Fontainebleau. Pourquoi Fontainebleau? Je ne sais pas exactement. Parce que c'est près de Paris, mais loin quand même. Parce qu'il y a de la forêt, de l'espace, de la terre. J'avais rendez-vous avec un agent immobilier. Un homme d'une 50aine d'années, très professionnel, qui m'a emmené voir un terrain à vendre. 1200 mètres carrés, en lisière de forêt. Pas constructible. Enfin, presque pas. On peut y mettre un petit cabanon, m'a-t-il dit. Mais pas une vraie maison. Moi, je ne voulais pas une maison. Je voulais un jardin. Quand j'ai marché sur ce terrain pour la première fois, j'ai senti quelque chose. C'est difficile à expliquer. Vous savez quand vous rentrez chez vous après un long voyage, cette sensation de reconnaissance? De « Ah oui,
C'est là? C'était ça. La terre était un peu sauvage. Des herbes hautes, quelques arbustes, des ronces. Personne n'y avait touché depuis longtemps. Mais elle était vivante. Elle sentait bon. Elle sentait possible. L'agent me regardait avec un sourire poli. C'est un peu brut, madame. Il faudra beaucoup de travail pour en faire quelque chose. Oui. Et vous comptez en faire quoi, exactement? J'ai hésité. Parce que, qu'est-ce que je comptais en faire? Un jardin. Mon jardin. Un endroit où je pourrais dessiner avec mes mains et de la terre au lieu de crayons et de papier. Mais je ne pouvais pas dire ça. Ça sonnait fou. Une femme de 65 ans qui achète un terrain pour faire un jardin. Un projet personnel, j'ai dit. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait. Mais il ne comprenait pas. Le prix est de 45 000 €. C'est raisonnable pour la région. 45 000 €. J'avais vendu l'appartement pour 1,8 million. La maison de Deauville pour 950 000. J'avais de l'argent. Beaucoup d'argent. Plus que je n'en avais jamais eu à moi, mais c'était la première fois que j'allais dépenser cet argent pour moi. Pour quelque chose qui n'avait aucun sens pratique. Pour quelque chose que personne ne comprendrait. Je le prends, j'ai dit. L'agent a cligné des yeux. Maintenant, vous ne voulez pas réfléchir. Revenir avec votre mari, votre famille? Je suis veuve, et je n'ai pas besoin de réfléchir. Il y a eu un silence, puis il a souri. Différemment, avec une sorte de respect. Très bien, madame. Je prépare les papiers. J'ai signé les papiers 3 jours plus tard. Le matin même où Damien m'a appelé pour me dire qu'il voulait revenir passer quelques jours avec moi. Le terrain était à moi. 1200 mètres carrés de terre. De possibilités. De vie. Et personne ne le savait. Pendant que Damien et Gaïa étaient chez moi, j'y pensais tout le temps. À mon terrain. À ce que j'allais en faire. Comment j'allais commencer. Le soir, quand il dormait, je sortais mon vieux cahier vert. Je l'avais récupéré du garde-meuble. Je le cachais sous mon lit, comme une adolescente qui cache son journal intime, et je dessinais. Des esquisses, des idées, comment organiser l'espace, où planter quoi. Un petit potager ici, des arbres fruitiers là, une allée de rosiers, un coin sauvage qu'on ne touche pas. Je ne suis pas sûre de savoir encore dessiner correctement. Mes traits tremblaient un peu. Mes proportions n'étaient pas parfaites. Mais c'était moi, c'était ma main. Mes idées, mon rêve qui reprenait forme sur le papier. Et ça me faisait sourire. Un sourire que je cachais dans mon oreiller pour qu'il ne m'entende pas. Un matin, Gaïa est entrée dans ma chambre sans frapper. J'étais en train de ranger le cahier sous le lit, trop lentement. Elle l'a vu. Qu'est-ce que c'est? Mon cœur s'est arrêté. Rien, un vieux cahier. On dirait des dessins. Je peux voir? Non, j'ai dit ça trop fort, trop vite. Elle m'a regardé avec surprise. Pardon, Anaël. Je ne voulais pas... Non, pardon. C'est juste... C'est personnel. Elle a hoché la tête. Lentement. Avec cet air qu'elle a parfois. Cet air qui dit « Je prends note, je me souviendrai ». Tu dessines? Je ne savais pas. C'était un hobby. Avant. Avant Philippe? Oui. Elle a souri. Un sourire qui ne m'a pas plu. C'est bien, Anaël. C'est bien de retrouver ces vieux hobbies. Ça occupe. Ça occupe. Comme si j'étais une vieille dame qui avait besoin d'être occupée. Elle est sortie de la chambre. Et moi, je suis restée là, le cahier serré contre ma poitrine, le cœur qui battait trop fort. J'avais eu peur. Peur qu'elle voie. Peur qu'elle comprenne. Peur qu'elle demande plus. Mais en même temps, il y avait quelque chose d'autre. Une sorte de fierté. Parce que j'avais un secret. Un vrai secret. Quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Le terrain, les dessins, le projet. Eux, ils cherchaient à mon argent. Ils voulaient savoir ce que j'avais fait avec leur héritage. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que j'étais en train de construire quelque chose, que j'étais en train de devenir quelqu'un. Quelqu'un qui n'était plus juste Madame Castan. Le dernier soir avant leur départ, Damien m'a parlé.
On était dans la cuisine. Gaïa était sous la douche. « Maman, il faut qu'on parle. » J'ai posé ma tasse de thé. « Oui, on s'inquiète pour toi. Tu vis toute seule dans cet appartement minuscule. Tu n'as plus tes amis, tu ne sors plus, Je vais bien, Damien. Mais tu as vendu tout ce que papa avait construit, sans nous en parler, sans... Ton père est mort. C'était mon argent, mon choix. » Il a cligné des yeux, comme si je venais de dire quelque chose de choquant. « Ton argent, oui, mais... Maman, à ton âge, tu ne peux pas prendre des décisions comme ça sans réfléchir. Et si tu avais besoin? Et si tu tombais malade? Et si je vivais ma vie? » Le silence. Il m'a regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis longtemps. « Qu'est-ce qui t'arrive, maman ?» J'ai souri, un vrai sourire. « Je me réveille, mon chéri. C'est tout. » Ils sont partis le lendemain matin. Gaïa m'a embrassée. Damien aussi. Ils ont dit qu'ils reviendraient me voir bientôt, qu'ils voulaient garder un œil sur moi. Garder un œil. J'ai dit oui, bien sûr, avec plaisir. Et quand la porte s'est refermée, j'ai respiré. Profondément. Librement. J'ai attendu 10 minutes, pour être sûr qu'ils étaient vraiment partis. Puis j'ai sorti mon cahier vert, j'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai commandé des outils de jardinage, des graines, des plants, tout ce dont j'aurais besoin pour commencer. Parce que maintenant, je n'attendais plus. Je n'attendais plus la permission. Je n'attendais plus le bon moment. Le bon moment, c'était maintenant, à 65 ans, avec mes mains qui tremblent un peu, avec mon dos qui se plaint parfois, avec ma vie qui recommence. Vous savez ce qui est étrange? Pendant des années, j'ai attendu que quelqu'un me dise « Vas-y, Anaël, fais-le ». Mais personne ne l'a jamais dit. Alors j'ai compris. Ce n'est pas eux qui devaient me donner la permission. C'était moi, à moi-même. La première fois que je suis allée sur mon terrain seul, j'ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi. Enfin si, je sais. C'était trop d'émotions en même temps. La joie, la peur, l'excitation, le doute. J'étais debout au milieu de ces 1200 mètres carrés, avec mes outils neufs dans un sac, mon cahier vert sous le bras, et je me suis dit « Mon Dieu, Anaël, qu'est-ce que tu fais ?» Et puis je me suis agenouillée. J'ai touché la terre. Elle était froide, humide, pleine de petites pierres et de racines. Et c'était la chose la plus belle que j'avais touchée depuis longtemps. Les premiers jours, je ne savais pas par où commencer. J'avais mes dessins, mes plans. Mais sur le papier, tout semble simple. Dans la réalité, c'est différent. Il y avait tellement de ronces, partout. Et des souches d'arbres qu'on avait coupées il y a longtemps, mais dont les racines étaient encore là, enfoncées profondément. J'ai commencé par dégager un petit coin, 3 mètres carrés, peut-être 4, juste pour voir. J'avais acheté des gants, de bonnes chaussures, des outils dont je ne connaissais même pas le nom. Mais j'avais regardé des vidéos sur Internet, des tutoriels. Comment défricher un terrain? Comment préparer la terre pour planter? Les gens dans les vidéos rendaient ça si facile. Moi, j'ai mis 3 heures pour dégager ces quelques mètres carrés. Mon dos me faisait mal, mes mains aussi, même avec les gants. J'avais de la terre partout, dans mes cheveux, sur mon visage, sous mes ongles. Et j'étais heureuse. Non, pas heureuse. C'est un mot trop simple. J'étais vivante. Pour la première fois depuis combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être 40 ans. Peut-être toujours. Le soir, je suis rentrée à Paris. Dans le train, les gens me regardaient. Une vieille femme couverte de terre, qui souriait toute seule. Je devais avoir l'air folle. Je m'en fichais. La deuxième fois, j'ai apporté des graines. Des tomates, des salades, des radis, des choses simples. Des choses qui poussent vite. J'ai tracé des lignes dans la terre, avec mes doigts, comme ça. Sans règles, sans rien. Juste au jugé. Philippe aurait dit que ce n'était pas sérieux, qu'il fallait mesurer, planifier, faire les choses correctement. Mais Philippe n'était pas là. Et moi je faisais comme je sentais. J'ai planté mes graines, une par une, doucement, en me parlant à moi-même. Voilà, tu vas là, toi, ici,
Allez, grandissez, s'il vous plaît. Une femme de 65 ans qui parle à des graines. Vous trouvez ça ridicule? Moi aussi un peu. Mais c'était, comment dire, nécessaire. 3 semaines plus tard, j'ai vu les premières pousses. De toutes petites choses vertes, fragiles, presque invisibles. J'ai appelé ma voisine de palier, Madame Lefort, une femme d'une 60aine d'années qui jardine sur son balcon. « Ah, Madame Lefort, elles ont poussé !» Elle m'a regardée avec un sourire amusé. « Bien sûr qu'elles ont poussé, c'est ce que font les plantes. »« Oui, mais je pensais que j'allais tout rater, que j'allais les tuer. » Vous savez, Anaël, les plantes ne demandent pas grand-chose. De l'eau, du soleil, un peu d'attention, le reste, elles le font toutes seules. J'ai hoché la tête. Un peu d'attention. C'était ça. C'était exactement ça. Pendant 40 ans, je n'avais donné d'attention à rien, ni aux plantes, ni à moi-même. Maintenant, j'essayais. J'ai commencé à y aller presque tous les jours. Le matin, je prenais le train. Avec mon sac, mes outils, mon cahier. Je travaillais quelques heures. Je plantais. Je désherbais. Je déplaçais des pierres. Je créais des chemins. Ce n'était pas magnifique. Ce n'était même pas joli. C'était brouillon. Amateur. Imparfait. Mais c'était moi. Et petit à petit, le terrain changeait. Il y avait moins de ronces. Plus de terre claire. Des rangées de légumes qui commençaient à ressembler à quelque chose. Un jour, un homme s'est arrêté près de la clôture. Un voisin, je crois. 50 ans, peut-être 60. Il portait une casquette et un vieux pull. « Bonjour, madame. C'est vous qui avez acheté ce terrain ? » ?»« Oui. »« Vous faites un jardin ? » ?»« J'essaie. » Il a hoché la tête. Il a regardé mes rangées de légumes, mes petites pousses. « C'est bien. Ça fait longtemps que personne ne s'occupait de cette terre. »« Vous jardinez aussi ? » ?»« Toute ma vie, j'habite juste là. Si vous avez besoin de conseils, je suis là. » Il s'est présenté. « Monsieur Garnier. André. On a parlé pendant 1 heure. De terre, de saison, de ce qui pousse bien ici, ce qui ne pousse pas. Il m'a montré comment tailler, comment pailler, comment préparer l'hiver. Je prenais des notes, dans mon cahier vert, comme une étudiante. Et lui, il souriait, comme s'il était heureux de transmettre. Quand il est parti, il a dit « Vous avez de bonnes mains, madame. Ça se voit, de bonnes mains. » Personne ne m'avait jamais dit ça. Un soir, je suis rentrée et j'ai trouvé un message de Damien. « Maman, on passe dimanche, pour déjeuner. On a des choses à te dire. » Des choses à me dire. J'ai senti mon estomac se serrer. Mais cette fois, c'était différent. Parce que j'avais quelque chose maintenant. Quelque chose qui était à moi. Quelque chose qu'il ne pouvait pas me prendre. Mon terrain, mon jardin, mes petites pousses, ma vie qui recommençait. Le dimanche, ils sont arrivés à midi. Gaïa portait une robe élégante. Damien, un costume. Comme s'ils allaient à un rendez-vous professionnel. On a déjeuné. J'avais préparé un poulet rôti. Damien a parlé de son travail. Gaïa de leur projet. Puis, au dessert, Damien a posé ses mains sur la table. « Maman, on a réfléchi, avec Gaïa. »« Oui, on pense que tu devrais venir habiter avec nous. Dans le Marais, on a de la place. Tu aurais ta chambre. On s'occuperait de toi. » Silence. Je les ai regardés. Damien qui souriait. Gaïa qui hochait la tête. Ils pensaient que c'était une bonne idée, une belle proposition. Ils pensaient que j'allais dire oui. « Non, j'ai dit. » Damien a cligné des yeux. « Non, non. Merci, c'est gentil, mais non. Maman, tu ne peux pas rester ici, dans cet appartement minuscule, toute seule, à ton âge, à mon âge. » J'ai souri. « À mon âge, Damien, j'ai enfin appris à dire non. » Il a ouvert la bouche. L'a refermée. Gaïa a pris le relais. « Anaël, on s'inquiète. Vraiment. Tu vis seule, tu n'as pas de projet, J'ai un projet. » Les mots sont sortis tout seuls. Je n'avais pas prévu de le dire. Pas maintenant. Pas à eux. Mais c'était sorti. « Un projet ?» a demandé Damien. J'ai hésité. Puis j'ai décidé. Tant pis. Ils allaient en savoir de toute façon.
J'ai acheté un terrain, à Fontainebleau. Je fais un jardin. Silence. Un long silence. Puis Damien a ri, un petit rire nerveux. Un jardin? Maman, tu as acheté un terrain? Oui. Avec quel argent? Avec mon argent. Mais c'est absurde. Tu as 65 ans. Tu ne peux pas faire un jardin. J'ai posé ma tasse de café. Calmement. Pourquoi? Parce que c'est du travail physique, c'est fatigant, c'est ma vie, ma décision, mon projet. Gaïa m'a regardé, et pour la première fois j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Pas de la pitié, pas de l'inquiétude, de la colère. Anaël, tu ne peux pas faire ça. Dépenser ton argent comme ça, c'est irresponsable, irresponsable. J'ai souri. Peut-être, mais c'est mon argent, mon terrain, mon irresponsabilité. Ils sont partis 1 heure plus tard, sans finir le café, sans m'embrasser. Et moi, je suis restée à ma fenêtre, avec mon cahier vert, et mes mains qui sentaient encore la terre. Vous savez ce qui est drôle? Pendant des années, j'ai cru que dire non allait me faire perdre tout le monde. Mais quand j'ai enfin dit non, j'ai découvert que je me retrouvais, moi, et ça valait tous les oui du monde. Damien ne m'a pas appelé pendant 2 semaines. 2 semaines de silence, pas de message, pas de « Comment vas-tu, maman ?» Rien. Au début, j'ai eu peur, cette peur ancienne, celle qui dit « Tu as fait quelque chose de mal, tu dois t'excuser. » Mais je n'ai pas appelé, parce que je n'avais rien fait de mal. J'avais juste dit non. C'est Mathilde qui a appelé la première, ma belle-sœur, la sœur de Philippe, une femme qui a toujours su exactement ce qu'il fallait faire, comment il fallait vivre, ce qui était convenable. Anaël, Mathilde, bonjour. Je viens d'apprendre. Pour le terrain. Bien sûr. Damien lui avait dit. Oui. Anaël, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? Un jardin. Un jardin. Elle a répété le mot comme si c'était une maladie. Oui. À ton âge, après tout ce que Philippe a fait pour toi, tu dépenses son argent pour... Pourquoi? Pour jouer dans la terre? Son argent. J'ai fermé les yeux. C'est mon argent, Mathilde. Philippe est mort. C'est à moi maintenant. Mais c'est l'héritage familial. Damien aura ce qui reste, s'il reste quelque chose. Mais pour l'instant, c'est ma vie, mes décisions. Silence. Puis, d'une voix plus froide, « Tu sais ce que les gens disent? Que tu as perdu la tête, que tu as besoin d'aide, que quelqu'un devrait intervenir. Intervenir. Qui dit ça? Tout le monde, Anaël, les amis de Philippe, nos connaissances. Ils s'inquiètent, ils s'inquiètent. Non, ils jugent, c'est différent. Eh bien, tu peux leur dire que je vais très bien. Merci. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Le lendemain, j'ai reçu un message de Françoise Marchand. Une amie, enfin, était-ce vraiment une amie? On se voyait au dîner, on parlait de choses polies, de voyages, de décorations, de nos maris. Elle m'invitait à déjeuner. J'aimerais qu'on parle, Anaël. Ça fait longtemps. J'ai accepté. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'avais besoin de voir quelqu'un. Quelqu'un de ma vie d'avant. On s'est retrouvés dans un restaurant du 7e. Élégant, feutré. Le genre d'endroit où Philippe m'emmenait. Françoise était impeccable. Comme toujours. Tailleur beige, collier de perles, cheveux parfaits. Moi, j'avais mis une robe simple. Mes mains sentaient encore la terre, même si je les avais lavées 3 fois. On a commandé des salades, de l'eau. Puis elle a dit « Anaël, je suis inquiète. » « Toi aussi ?» Elle a souri, un sourire gêné. « Mathilde m'a appelé. Elle m'a dit que tu avais acheté un terrain pour faire un jardin. » C'est vrai. Mais pourquoi? Pourquoi? Cette question. Toujours cette question. Parce que j'en avais envie. Envie, elle a ri, doucement,
Anaël, on a 65 ans. On ne fait plus les choses par envie. On fait ce qui est raisonnable, ce qui a du sens. Et un jardin n'a pas de sens? Pas à notre âge, non. C'est du travail. C'est fatigant. C'est quoi alors? Qu'est-ce qu'on est censé faire, Françoise? Attendre? Rester chez nous? Regarder la télévision en attendant que... Quoi? Elle a baissé les yeux. Je ne dis pas ça. Mais tu as vendu tout ce que Philippe avait construit. Tu vis dans un petit appartement. Tu te salis les mains dans la terre. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. J'ai posé ma fourchette. Comment tu sais ce qui est moi, Françoise? Parce que je te connais depuis 30 ans. Non, tu connais Madame Castan, l'épouse de Philippe, celle qui souriait au dîner. Mais moi, Anaël, tu ne me connais pas. Parce que moi non plus, je ne me connaissais pas. Elle m'a regardé, longuement. Puis elle a dit, très doucement, « Tu me fais peur, Anaël. » Peur? Oui. Parce que si toi tu peux tout changer comme ça, à 65 ans, qu'est-ce que ça dit de nous? De moi? De toutes ces années où on a fait ce qu'on devait faire? J'ai compris. Ce n'était pas moi qui lui faisais peur. C'était le miroir que je lui tendais. Je suis rentrée chez moi en métro. J'ai pleuré. Discrètement, derrière mes lunettes de soleil, parce que c'était dur, plus dur que je ne pensais. Perdre Damien, perdre Mathilde, perdre Françoise, perdre tous ces gens qui étaient ma vie. Mais étaient-ils vraiment ma vie? Ou juste les accessoires de la vie de Philippe? Le soir, je suis allée sur mon balcon. Madame Lefort, ma voisine, arrosait ses plantes. « Bonsoir, Anaël. Ça va? » « Oui. » Enfin, non. Pas vraiment. Elle a posé son arrosoir. Elle m'a regardée avec cette bonté simple qu'elle a. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils, ma belle-sœur, mes amis, ils pensent tous que je suis folle, que je devrais arrêter, que je fais une erreur. Et vous pensez quoi? J'ai hésité. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis folle. Une femme de 65 ans qui achète un terrain pour faire un jardin. Et alors? C'est ridicule, non? Elle a souri. Vous savez ce qui est ridicule, Anaël? Vivre 40 ans pour les autres et puis arrêter de vivre parce qu'on pense qu'il est trop tard. Ça, c'est ridicule. Elle a repris son arrosoir. Moi, j'ai commencé le tango à 58 ans. Tout le monde m'a dit que j'étais folle, que j'allais me casser quelque chose, que c'était pour les jeunes. Et j'ai 62 ans, je danse toujours, et je suis heureuse. Elle m'a fait un clin d'œil. Faites votre jardin, Anaël, et emmerdez les autres. J'ai ri. Pour la première fois de la journée. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à Damien qui ne m'appelait plus, à Mathilde qui me jugeait, à Françoise qui avait peur, à tous ces gens qui voulaient que je reste à ma place, la place de la veuve, de la mère, de Madame Castan. Mais cette place, elle ne m'allait plus. Elle ne m'avait peut-être jamais allé. Et maintenant j'avais deux choix. Revenir en arrière, m'excuser, vendre le terrain, redevenir celle qu'il voulait que je sois. Ou continuer même si c'était dur, même si j'étais seule, même si tout le monde pensait que j'avais perdu la tête. Le lendemain matin, je me suis levée à 6 heures. J'ai préparé mon sac, mes outils, mon cahier vert, une bouteille d'eau, un sandwich. Et je suis partie à Fontainebleau, parce que j'avais choisi. Je n'allais pas revenir en arrière, j'allais continuer, même si ça faisait mal, même si j'avais peur, même si je me sentais seule. J'allais continuer. Parce que pour la première fois de ma vie, j'étais vivante. Et je ne voulais plus mourir debout. Sur le terrain, Monsieur Garnier était déjà là. Il taillait ses rosiers. « Bonjour, Anaël. »« Bonjour, André. Vous avez l'air fatigué. »« Oui, un peu. » Il a hoché la tête, sans poser de questions. C'est ce que j'aimais chez lui. Il ne jugeait pas. Il jardait juste là. « Vous savez ce qui est bien avec les jardins ?» Il a dit. « Non, quoi ?» Il ne demande pas d'explication. Vous plantez,
Vous arrosez. Vous attendez. Et il pousse. Peu importe ce que les gens pensent. J'ai souri. Merci André. De rien. Et on a jardiné, côte à côte, en silence. Dans ce silence qui n'a pas besoin de mots. Vous savez ce qui est étrange? On passe notre vie à avoir peur de perdre les gens. Mais parfois, les gens qui partent ne sont pas ceux qu'on croyait. Et ceux qui restent sont ceux qu'on n'attendait pas. Comme un voisin de terrain qui taille ses rosiers et qui vous apprend que le silence peut être une forme de soutien. Ça a commencé un jeudi, ou un vendredi. Je ne sais plus. Les jours se ressemblaient tellement. J'étais sur mon terrain, seul, comme d'habitude. Il pleuvait, pas beaucoup. Une petite pluie fine, froide. J'essayais de planter des bulbes de tulipes pour le printemps prochain. André m'avait dit que c'était le bon moment. Mais la terre était dure, trempée. Mes mains glissaient sur les outils. Et puis j'ai glissé. Je ne sais pas comment. Un mouvement trop brusque. Mes pieds dans la boue. Je suis tombé, sur le côté, très fort. J'ai senti quelque chose craquer dans mon poignet. Pas cassé, juste tordu, douloureux. Je suis resté là, dans la boue, sous la pluie, et j'ai pensé « Qu'est-ce que tu fais, Anaël ?» J'ai réussi à me relever, lentement. Mon poignet me faisait très mal. Mon pantalon était trempé. Mes cheveux collaient à mon visage. J'ai regardé autour de moi. Le terrain. Mes rangées de légumes qui commençaient à pousser. Les bulbes que je n'avais pas fini de planter. Et tout à coup, ça m'a semblé ridicule. Une femme de 65 ans, seule, dans la boue, avec un poignet tordu. Pourquoi? Pour un jardin? Pour prouver quoi? À qui? Je suis rentrée à Paris plus tôt que d'habitude. Dans le train, une jeune femme m'a regardée. Elle a vu mon état, la boue, la pluie, mon air perdu. Elle a détourné les yeux, gênée, comme si j'étais quelqu'un dont il fallait avoir pitié. Peut-être que c'était le cas. Chez moi, j'ai pris une douche, longue, très chaude. Mon poignet avait gonflé. Je l'ai enveloppé dans une serviette froide. Puis je me suis assise sur mon canapé. Et j'ai pleuré. Pas doucement, pas dignement. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré. Des sanglots qui venaient du ventre, qui me secouaient tout entière. Parce que j'étais fatiguée. Tellement fatiguée. Fatiguée de jardiner seule. Fatiguée de me lever tôt. Fatiguée de rentrer sale et épuisée. Fatiguée de ne parler à personne sauf à Madame Lefort et à André. Fatiguée de ne plus avoir mon fils. Fatiguée de ne plus avoir mes amis. Fatiguée d'être jugée. D'être seule. D'être cette femme bizarre qui fait un jardin à 65 ans. Et pourquoi? Pour des tomates? Pour des tulipes? Pour me prouver que je pouvais encore faire quelque chose? Mais, et si je ne pouvais pas? Et si j'étais juste vieille, fatiguée, perdue? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée sur mon canapé, recroquevillée, avec mon poignet qui battait douloureusement. Et j'ai pensé à appeler Damien, lui dire « Tu avais raison, j'ai fait une erreur. Je vais vendre le terrain. Je vais revenir. » Revenir où? Je ne savais même pas. Mais n'importe où serait mieux que ça. Cette solitude, cette fatigue, ce sentiment d'être complètement ridicule. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mes contacts. Damien. Mon doigt était sur son nom. Il suffisait d'appuyer, de dire « Mon chéri, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'aide, tu avais raison. » Il viendrait, bien sûr qu'il viendrait. Il m'emmènerait chez lui, dans le Marais, dans leur belle maison, avec leur vie organisée. Je ne serais plus seule, je ne serais plus fatiguée, je ne serais plus moi. J'ai fermé le téléphone, je ne sais pas pourquoi. Peut-être la fatigue, peut-être l'orgueil, peut-être juste, je ne sais pas. Mais quelque chose m'a retenue, une petite voix, très faible, qui disait « Tiens encore un jour, juste un jour, pas toute la vie, pas l'éternité, juste un jour de plus. » Le lendemain matin, je ne suis pas allée à Fontainebleau. Mon poignet me faisait trop mal, j'étais trop fatiguée. Je suis restée chez moi,
à regarder par la fenêtre, les toits de Paris, les gens qui marchaient en bas, qui allaient quelque part, qui avaient des vies, des projets, des gens qui les attendaient. Moi, je n'avais rien de tout ça. J'avais un terrain que personne ne voulait voir, un jardin que personne ne comprenait, une vie que tout le monde trouvait absurde. Madame Lefort a frappé à ma porte vers midi. « Anaëlle, vous êtes là ?» J'ai ouvert. Difficilement. Elle m'a regardé. Mon visage gonflé d'avoir pleuré. Mon poignet bandé. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée. Hier, sur le terrain. Vous avez vu un médecin? Non, ce n'est rien. Juste tordu. Elle est entrée, sans demander la permission. Elle m'a fait asseoir. Elle a regardé mon poignet, doucement. Il faut mettre de la glace et du repos. Vous ne pouvez pas jardiner comme ça. Je sais. Vous avez mangé? Non. D'accord, j'arrive. Elle est partie. Elle est revenue 10 minutes plus tard avec une soupe, du pain, du fromage. Elle m'a forcé à manger, comme une mère. Et puis, elle a dit « Vous voulez arrêter ?» Ce n'était pas une question, c'était une constatation. J'ai hoché la tête. Les larmes sont revenues. Je ne sais pas. Je suis tellement fatiguée. Et seule. Et tout le monde pense que je suis folle. Mon fils ne me parle plus. Mes amis me jugent. Et hier, je suis tombée dans la boue comme une vieille femme stupide qui ne sait pas ce qu'elle fait. Vous êtes tombée, et alors? Et alors? Et alors peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je devrais arrêter. Vendre le terrain. Redevenir normal. Elle m'a regardée, longuement. Normal comment? Comme vous étiez avant? Oui. Malheureuse? Le mot est resté suspendu entre nous. Malheureuse. Est-ce que j'étais malheureuse avant? Je ne sais pas. Je ne m'étais jamais posé la question. J'étais Madame Castan. C'était suffisant. Ou je croyais que c'était suffisant. Anaëlle, elle a dit doucement. Vous pouvez arrêter. Personne ne vous en voudra. Vous pouvez vendre le terrain, vous excuser auprès de votre fils, reprendre votre vie d'avant. J'ai attendu la suite. Mais avant de le faire, demandez-vous, cette vie d'avant, vous la voulez vraiment? Elle est partie 1 heure plus tard. Je suis restée sur mon canapé, avec sa question qui tournait. Cette vie d'avant, je la voulais vraiment? Les dîners où je souriais sans rien dire. Les conversations où je n'existais pas. Les jours qui se ressemblaient tous. L'appartement immense et vide. Le silence. Le silence terrible de n'être personne. Non, non, je ne voulais pas ça. Mais je ne voulais pas non plus cette solitude, cette fatigue, cette douleur. Alors quoi? Je ne savais pas, je ne savais vraiment pas. Le soir, j'ai ouvert mon cahier vert. Je l'avais laissé sur la table, ouvert sur mes derniers dessins, des tulipes, des rosiers, un petit chemin que je voulais créer. J'ai regardé ces dessins, mes dessins, et j'ai pensé à quelque chose qu'André avait dit. Les jardins ne demandent pas d'explication. Vous plantez, vous arrosez, vous attendez, et ils poussent. Peut-être que c'était ça, la réponse. Ne pas tout comprendre, ne pas tout justifier, juste continuer. Même quand c'est dur, même quand on tombe, même quand on est seul, continuer. Cette nuit-là, j'ai dormi un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Et le lendemain matin, je me suis levée. Mon poignet me faisait encore mal, mais moins. J'ai préparé mon sac, lentement, difficilement. Et j'ai pris le train pour Fontainebleau. Pas parce que j'étais sûre, pas parce que je savais ce que je faisais, mais parce que je devais essayer encore un jour, juste un jour de plus. Sur le terrain, André était là. Il a vu mon poignet bandé, il n'a rien dit. Il a juste dit « Aujourd'hui, vous vous reposez. Moi, je plante vos bulbes. Mais, chut, vous m'avez aidé la semaine dernière avec mes rosiers. C'est mon tour. » Et il a planté mes tulipes, pendant que moi, je m'asseyais sur une vieille chaise en plastique. À regarder quelqu'un prendre soin de mon jardin, à ne pas être complètement seule. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas guérie. Je ne suis pas sûre, je ne suis pas forte. J'ai encore envie d'appeler Damien,
de tout arrêter, de revenir en arrière. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je tiens encore. Et peut-être que demain aussi, un jour à la fois. C'est tout ce que je peux faire. Et peut-être que c'est suffisant. Vous savez ce qui est étrange? On attend toujours le moment où tout devient clair, où on est sûr, où on ne doute plus. Mais ce moment, il ne vient pas. On continue quand même, un jour à la fois. Et c'est ça, le courage. Pas l'absence de peur, juste tenir encore un jour. Mon poignet a mis une semaine à guérir. Enfin, pas vraiment guérir. Juste faire moins mal. Pendant cette semaine, je n'ai pas beaucoup jardiné. Je ne pouvais pas. André s'est occupé du terrain. Il venait me donner des nouvelles. Les tomates poussent bien, les tulipes sont plantées. Tout va bien. Tout allait bien. Sauf moi. C'est arrivé un mardi matin. J'étais chez moi. Je buvais mon café. Je regardais par la fenêtre comme d'habitude. On a sonné à ma porte. J'ai pensé que c'était Madame Lefort. Elle passait souvent maintenant, pour voir comment j'allais. Mais ce n'était pas elle, c'était Damien. Et Gaïa. Mon cœur s'est arrêté. Je ne les avais pas vus depuis ce déjeuner. Il y a combien de temps? 1 mois? Plus? Damien avait l'air sérieux. Gaïa aussi. Maman. On peut entrer? Oui, bien sûr. Ils sont entrés. Ils n'ont pas enlevé leur manteau. Comme s'ils ne restaient pas longtemps. On s'est assis, tous les trois, autour de ma petite table. Silence. Puis Damien a dit « Mathilde nous a appelés. Elle dit que tu as eu un accident, que tu es tombée. Mathilde, bien sûr. Quelqu'un avait parlé. Quelqu'un avait dit que la vieille folle s'était fait mal. Ce n'était pas un accident. J'ai glissé. C'est tout. Mon poignet va bien maintenant. Gaïa m'a regardé, mon poignet encore bandé. Ça n'a pas l'air d'aller bien. Ça va mieux. Silence encore. Puis Damien a pris une grande respiration. Maman, on a beaucoup réfléchi, avec Gaïa, et on pense qu'il est temps d'arrêter. Arrêter quoi? Cette histoire de jardin, ce terrain, tout ça. Je n'ai rien dit. Tu t'es fait mal, maman. Tu aurais pu te casser quelque chose, ou pire. Et pourquoi? Pour un jardin que personne ne voit? Que personne ne comprend? Je le vois, moi. Oui, mais à quel prix? Tu es seule, tu es fatiguée, tu te blesses. Maman, c'est de la folie. De la folie. Ce mot encore. On a trouvé une solution, a dit Gaïa doucement. Une solution? Elle a sorti des papiers de son sac, des documents officiels. Un très bon établissement, à Versailles, pour personnes âgées autonomes. C'est beau, c'est calme, il y a des jardins, du personnel. Tu ne serais pas seule. Tu aurais des activités, des soins si tu en as besoin. J'ai regardé les papiers, des photos, un bâtiment moderne, des chambres propres, des vieux qui souriaient sur les images publicitaires. Une résidence pour personnes âgées. Vous voulez me mettre dans une maison de retraite? Ce n'est pas une maison de retraite, a dit Damien rapidement. C'est une résidence. Pour les seniors autonomes. C'est différent? Non, Damien. Ce n'est pas différent. Maman, vous voulez que je vende le terrain, que j'arrête, que je devienne, quoi? Une vieille dame qui fait des activités et qui attend? Tu ne serais pas seule, a dit Gaïa. Il y aurait d'autres gens, des gens de ton âge. Tu pourrais te faire des amis assignés, des vieux qu'on met ensemble parce qu'ils ont le même âge, comme des enfants à la crèche. Et si je refuse? Damien a baissé les yeux. Maman, on s'inquiète. Vraiment. Si tu continues comme ça, tu vas te faire mal, gravement. Et on ne peut pas regarder ça sans rien faire. Donc, vous décidez pour moi? Non. On te propose une solution. Pour ton bien. Pour mon bien. Ces mots terribles que les gens utilisent quand ils veulent vous contrôler. Je me suis levée, lentement.
Mon poignet me faisait encore un peu mal. Sortez. Damien a cligné des yeux. Quoi? Sortez. S'il vous plaît. Maman, on essaie juste de... Je sais ce que vous essayez de faire. Vous essayez de me mettre dans une boîte. Une jolie boîte. Confortable. Sécurisée. Où je ne dérangerai plus personne. Où je ne ferai plus de folie. Où je serai sage. Ce n'est pas ça, a dit Gaïa. Si, c'est exactement ça. J'ai ouvert la porte. Je ne vendrai pas mon terrain. Je ne vais pas dans votre résidence. Je continue mon jardin. Avec ou sans votre bénédiction. Damien s'est levé. Il était... J'ai vu quelque chose dans ses yeux. De la colère? De la peur? Tu es en train de gaspiller ton argent. Notre héritage. Voilà. Le mot était lâché. Notre héritage. Ce n'est pas ton héritage, Damien. Pas encore. C'est mon argent. Ma vie. Mes choix. Mais tu ne vas pas bien. Je vais très bien. Non, tu ne vas pas bien. Tu vis dans un taudis, tu te salis dans la terre, tu te blesses, tu n'as plus d'amis, J'ai des amis. Qui? La voisine qui fait pousser des tomates sur son balcon? Le vieux qui jardine à côté de ton terrain? Le vieux. André avait 55 ans. Mais pour Damien, c'était le vieux. Ces gens me comprennent plus que toi, j'ai dit doucement. Le silence est tombé. Damien m'a regardé, vraiment regardé. Et j'ai vu qu'il ne me connaissait pas. Mon fils, mon propre fils. Il ne savait pas qui j'étais. Il n'avait jamais su. Pour lui, j'étais Madame Castan, l'épouse de son père. La mère qui souriait. La femme qui disait toujours oui. Mais Anaël qui dessinait des jardins, qui rêvait de terre et de plantes, qui voulait créer quelque chose. Cette Anaël, il ne l'avait jamais rencontrée. Parce que moi non plus, je ne l'avais jamais rencontrée. Jusqu'à maintenant. Si tu continues, a dit Damien d'une voix froide, on devra prendre des mesures. Des mesures? On peut demander une évaluation. Médicale. Si on prouve que tu n'es pas en capacité de gérer tes affaires. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Mon fils, mon propre fils. Il me menaçait. Gaïa a posé sa main sur son bras. Damien, on n'en est pas là. Mais il a continué. Je dis juste, si tu refuses de t'arrêter, on n'aura pas le choix. C'est pour ton bien. Pour mon bien, je les ai regardés et j'ai compris que si je reculais maintenant, c'était fini. Si je disais oui, si j'acceptais leur solution, je ne reviendrais plus jamais. Je serais cette vieille dame dans la résidence, qui fait des activités, qui attend, qui disparaît doucement, et mon jardin mourrait. Et Anaël disparaîtrait encore une fois, pour toujours cette fois. Allez-y, j'ai dit calmement. Damien a cligné des yeux. Quoi? Faites votre évaluation médicale. Demandez à un médecin si je suis folle, si je ne suis pas en capacité de gérer mes affaires. Allez-y. Maman, mais sachez une chose, si vous faites ça, si vous essayez de me contrôler comme ça, vous n'êtes plus mon fils. Le silence. Un silence terrible. Gaïa a ouvert la bouche, l'a refermée. Damien était pâle. Tu ne penses pas ça? Si, je le pense. J'ai ouvert la porte plus grande. Maintenant sortez, s'il vous plaît. Ils sont partis. Sans un mot, sans un regard. La porte s'est refermée et je me suis effondrée. Pas en larmes, pas en sanglots. Juste effondrée. Sur le sol, le dos contre la porte. Vide. Complètement vide. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. 1 heure? 2? À un moment, Madame Lefort a frappé. Anaël, vous êtes là? J'ai entendu des voix, j'ai ouvert. Difficilement. Elle m'a vue, elle a tout compris. Elle m'a fait entrer chez elle. Elle m'a fait asseoir. Elle m'a fait boire du thé très sucré. Et elle m'a laissé pleurer, sans poser de questions, sans rien dire. Juste là. Le soir, je suis retournée chez moi. J'ai ouvert mon cahier vert. J'ai regardé mes dessins, mes plans, mon jardin imaginé.
Et j'ai pris un stylo. J'ai écrit, sur la première page, en lettres capitales. Ce jardin est à moi. Pas une phrase profonde, pas une révélation, juste un fait. Ce jardin était à moi, ma terre, mes plantes, ma vie. Et personne ne pouvait me le prendre. Le lendemain matin, je suis allée à Fontainebleau. Même avec mon poignet qui faisait encore mal, même avec mon cœur brisé, même avec la peur de ne plus jamais revoir mon fils. J'y suis allée, parce que j'avais choisi. J'avais vraiment choisi. Non pas parce que c'était facile, non pas parce que j'étais sûre, mais parce que renoncer maintenant signifiait renoncer à moi. Et ça, je ne pouvais plus le faire. Sur le terrain, André m'attendait. « Bonjour, Anaël. »« Bonjour, André. » Il a regardé mon visage. Il a dû voir quelque chose, parce qu'il a dit « Mauvaise journée hier ?»« Oui, très mauvaise. »« Vous voulez en parler ?»« Non. »« D'accord. » Et on a jardiné, en silence, dans ce silence qui guérit. Ce jour-là, j'ai planté un rosier blanc, très beau. Je l'ai planté au centre de mon terrain, là où tout le monde pourrait le voir. Et j'ai pensé, c'est moi. Ce rosier, c'est moi. Fragile, nouveau, pas encore bien enraciné. Mais vivant. Et en train de grandir. Vous savez ce qu'on découvre quand on dit non pour la première fois vraiment? On découvre qui reste, qui part. Et surtout, on découvre qu'on peut survivre à qui part. Que ce n'est pas agréable. Que ça fait mal. Mais qu'on survit quand même. Et qu'au bout, il reste nous. Enfin, les semaines ont passé, puis les mois. Damien n'a pas appelé. Pas une fois. J'ai failli l'appeler moi. Plusieurs fois. Mon téléphone dans la main. Son numéro à l'écran. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je ne savais pas quoi dire. Pardon? Mais pardon de quoi? D'exister? De vouloir vivre? Non, je n'allais pas m'excuser. Alors je n'ai pas appelé, et lui non plus. L'hiver est arrivé doucement, le terrain s'est endormi, les feuilles sont tombées. La terre est devenue dure, mais je continuais à y aller, presque tous les jours. Pourquoi faire? Pas grand-chose. Préparer le printemps, tailler, nettoyer, rêver. André venait moins souvent. Il faisait froid. Il avait ses propres projets. Madame Lefort m'invitait parfois à dîner. On parlait de tout et de rien. De ses cours de tango, de mes tulipes qui dormaient sous terre. Ma vie était devenue petite, très petite. Pas comme avant. Pas les dîners, les réceptions, les obligations, mais petite d'une autre façon. Juste moi, mon appartement, mon terrain, quelques personnes. Et certains jours, c'était suffisant. D'autres jours, moins. Un soir de décembre, je suis rentrée du terrain et j'ai trouvé un message de Mathilde. Anaël, Damien m'a dit ce qui s'est passé. Je trouve ça très triste, mais je comprends qu'il ait besoin de prendre ses distances. J'espère que tu réfléchiras à tes choix. J'ai relu le message 3 fois, puis je l'ai supprimé. Réfléchir à mes choix, comme si je ne faisais que ça. Noël est arrivé. Le premier Noël seul. Madame Lefort m'a invité chez sa fille. Gentiment, sincèrement. J'ai dit non. Je ne voulais pas être la vieille dame qu'on invite par pitié. Je suis restée chez moi. J'ai préparé un petit repas. J'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de Paris. Les gens qui rentraient chez eux. Et je me suis demandé si j'avais fait le bon choix. Parce que j'étais seule. Vraiment seule. Mon fils ne me parlait plus. Mes anciennes amies non plus. Ma belle famille m'avait rayée de leur vie. Il ne restait que moi. Moi et mon jardin qui dormait sous la neige. Était-ce suffisant? Je ne savais pas. Je ne sais toujours pas. En janvier, il y a eu une tempête. Beaucoup de vent. De la pluie glacée. Je suis allée au terrain pour vérifier que tout allait bien. L'abri de jardin que j'avais installé avait volé. Enfin, presque. Il était tordu, cassé.
Mes outils étaient éparpillés partout, trempés. Et le rosier blanc, le rosier que j'avais planté au centre, il était couché, arraché à moitié. Je me suis agenouillée devant lui, dans la boue, sous la pluie, et j'ai pleuré. Pas beaucoup, juste un peu, parce que c'était lui, c'était moi, ce petit rosier fragile qui essayait de tenir et qui n'y arrivait pas toujours. André est arrivé 1 heure plus tard. Il m'a vu, dans la boue, à côté du rosier. Il n'a rien dit. Il a sorti sa pelle. On a redressé le rosier ensemble. On l'a remis en terre, plus profondément cette fois, avec des tuteurs pour le tenir. Il va s'en remettre ? J'ai demandé. Peut-être, peut-être pas, mais on a fait ce qu'on pouvait. On a fait ce qu'on pouvait. C'était ça, ma vie maintenant. Faire ce qu'on pouvait, un jour à la fois, sans savoir si ça marcherait, mais le faire quand même. Février a été long, très long. Les jours étaient gris, froids. Il ne se passait rien sur le terrain. Tout dormait. Je me suis sentie inutile, vide. J'allais quand même, par habitude, par obstination. Mais certains jours, je me demandais pourquoi. Pourquoi je m'accrochais à ce terrain, à ce jardin qui n'était encore rien, à cette vie qui ne ressemblait à rien. Et puis, Mars est arrivé. Et avec Mars, les premières pousses. Des petites choses vertes, timides, qui sortèrent de terre, les tulipes, mes tulipes que j'avais plantées, que André avait plantées. Elles étaient là, vivantes. Je me suis assise par terre, au milieu de mes rangées de bulbes, et j'ai souri. Un vrai sourire. Parce que quelque chose poussait. Quelque chose que j'avais créé, que j'avais voulu, que j'avais attendu. Et c'était là, petit, fragile, imparfait, mais là. Avril est arrivé avec le soleil, le terrain s'est réveillé, les tulipes ont fleuri, rouges, jaunes, blanches, pas parfaitement alignées, pas comme dans un magazine, mais belles quand même. Le rosier blanc a survécu, il avait des bourgeons, petits, verts. Les tomates que j'avais plantées en godet ont commencé à grandir. Et moi j'étais là, tous les jours, avec mes mains dans la terre. Mon dos me faisait mal, mes genoux aussi. Je n'étais plus jeune. Je ne l'avais jamais été d'ailleurs. Mais j'étais vivante. Et c'était, comment dire, suffisant. Non, pas suffisant. C'est un mot trop simple. C'était réel. Pour la première fois depuis longtemps, ma vie était réelle. Un samedi, une femme s'est arrêtée près de mon terrain. La quarantaine peut-être, avec 2 enfants, des petits, 5 et 7 ans à peu près. « Bonjour madame, c'est joli ici. »« Merci. »« Vous vendez vos légumes ? Plus tard ? » ?»« Non. Enfin, je n'y avais pas pensé. »« Vous devriez. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des légumes locaux. Moi, je serais intéressée. » Elle m'a donné son numéro, son nom. Émilie. Si jamais vous avez trop de tomates cet été, appelez-moi. Trop de tomates. J'ai ri, parce que je n'avais jamais pensé que j'aurais trop de quelque chose. J'avais toujours pensé que je n'aurais jamais assez. Mai est arrivé, chaud, lumineux. Le jardin explosait, pas de manière contrôlée, pas comme je l'avais dessiné. Il y avait des herbes folles partout, des fleurs qui poussaient où elles voulaient, des légumes qui débordèrent de leurs rangées. C'était chaotique, imparfait, magnifique. André m'a dit un jour, « Vous savez, Anaëlle, un jardin, ce n'est jamais ce qu'on imagine. C'est toujours autre chose. Mieux ou moins bien? Différent. Juste différent. Différent. Ma vie était différente de ce que j'avais imaginé. Moins confortable, moins sécurisée, plus solitaire, mais plus vrai, plus moi. Un soir, j'ai ouvert mon cahier vert. Il était rempli maintenant, de dessins, de notes, de plans qui n'avaient même pas marché, de changements, de nouvelles idées. Et sur la première page, en lettres capitales, « Ce jardin est à moi ». C'était toujours vrai. Ce jardin était à moi. Cette vie était à moi. Pas parfaite, pas comme dans les livres, pas comme je l'avais rêvé, mais mienne. Je ne vais pas vous mentir. Il y a des jours où je pense à Damien,
où je me demande comment il va, s'il pense à moi, s'il me pardonnera un jour. Il y a des soirs où je me sens seule, vraiment seule, où je me demande si ça valait le coup. Il y a des moments où je voudrais appeler quelqu'un, n'importe qui, juste pour entendre une voix qui me connaît. Mais il y a aussi autre chose. Les matins où je me réveille et où j'ai envie de me lever. Les après-midi sur le terrain où je perds la notion du temps. Les tulipes qui fleurissent, les tomates qui rougissent, le rosier qui tient, les conversations avec André, les dîners avec Madame Lefort, le sourire d'Émilie et ses enfants qui viennent voir le jardin de la dame. C'est petit, c'est imparfait, c'est ma vie. Et pour la première fois, je ne veux pas échanger cette vie contre une autre, même pas contre celle d'avant, surtout pas contre celle d'avant. Vous savez ce qu'on découvre à 65 ans? Que la vie n'est jamais ce qu'on imagine, jamais parfaite, jamais comme dans les livres, mais que peut-être que c'est justement ça qui la rend belle, cette imperfection, ce chaos, cette façon qu'ont les choses de pousser où elles veulent, même quand on avait tout planifié autrement. Juillet est arrivé avec sa chaleur. Le jardin était, vivant, vraiment vivant. Les tomates étaient rouges, énormes. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire pousser des tomates comme ça. Les courgettes débordaient. J'en donnais à André, à Madame Lefort, à Émilie. « Vous avez trop de tomates », elle avait dit. Elle avait raison. J'avais trop de tomates. Et c'était merveilleux. Un matin, je me suis réveillée et j'ai réalisé quelque chose. Ça faisait 1 an. 1 an depuis que j'avais acheté le terrain. 1 an depuis que j'avais commencé. 1 an depuis que j'avais dit non à Damien. 365 jours. Je ne sais pas pourquoi cette réalisation m'a frappée ce matin-là. Mais elle l'a fait. 1 an. J'avais tenu 1 an. Je suis allée au terrain. Comme d'habitude. Mais cette fois, je me suis assise. Au milieu. Sur la terre. Et j'ai regardé autour de moi. Ce n'était pas le jardin que j'avais dessiné dans mon cahier vert. Les rangées n'étaient pas droites. Les plantes poussaient n'importe comment. Il y avait des coins que je n'avais pas eu le temps de défricher, des projets que je n'avais pas finis. Mais c'était beau, à sa façon. Imparfaite, chaotique, vivante, comme moi. Le rosier blanc avait survécu. Il avait même fleuri. 3 roses, blanches, parfaites. Je me suis approchée de lui. J'ai touché les pétales, doucement. On a tenu, j'ai murmuré. Toi et moi. Et c'était vrai, on avait tenu. André est arrivé vers midi, avec du pain, du fromage, des tomates de son jardin. Pique-nique, il a proposé. Avec plaisir. On s'est assis à l'ombre. On a mangé en silence, puis on a parlé. De jardin, de plantes, de rien, de tout. À un moment, il a dit « Vous savez, Anaëlle, quand vous êtes arrivée ici il y a 1 an, je ne pensais pas que vous tiendriez. » Ah non? Non, je me disais, encore une Parisienne qui joue au jardin. Dans 3 semaines, elle sera partie. J'ai ri. Et j'avais tort. Vous êtes toujours là. Je suis toujours là. Il a souri. Je suis content. C'est bien d'avoir quelqu'un qui comprend, qui aime la terre, qui tient. C'était ça, finalement. Tenir. Pas être forte, pas être sûre, pas réussir parfaitement. Juste tenir. Un jour après l'autre, le soir, je suis rentrée à Paris, dans mon petit appartement de Montmartre. Il y avait une lettre dans ma boîte, une enveloppe blanche, sans adresse d'expéditeur, mais je reconnaissais l'écriture. Damien. Mon cœur s'est arrêté. J'ai ouvert l'enveloppe, les mains tremblantes. À l'intérieur, une carte, simple. Maman, je ne suis pas prêt à te parler. Pas encore. Peut-être bientôt. Peut-être jamais. Je ne sais pas. Mais Mathilde m'a montré des photos. De ton terrain. Elle est passée par là par hasard. Tes tomates ont l'air bien. Damien, tes tomates ont l'air bien. J'ai relu ces mots 10 fois. Tes tomates ont l'air bien. Ce n'était pas pardon. Ce n'était pas je comprends. Ce n'était pas reviens. Mais c'était quelque chose. Une petite porte, entr'ouverte. Peut-être,
Ou peut-être pas. Mais quelque chose quand même. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon cahier vert, le premier. Celui que j'avais retrouvé dans la boîte au garde-meubles, mes vieux dessins. De quand j'avais 24 ans, avant Philippe, avant Damien, avant de disparaître. Je les ai regardés, ces jardins imaginaires, ces rêves d'une jeune femme qui voulait créer. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de regret exactement, mais de perte, de temps perdu, de 40 ans où j'aurais pu faire ça, où j'aurais pu être moi. 40 ans. C'est beaucoup, c'est énorme. Je ne peux pas prétendre que ce n'est rien. Je ne peux pas dire ce n'est pas grave. C'est grave. J'ai perdu 40 ans de ma vie à être quelqu'un d'autre. Mais j'ai encore maintenant. J'ai 66 ans. Peut-être que j'aurai 70 ans. Peut-être 80. Peut-être moins. Je ne sais pas. Mais je les aurai comme moi. Comme Anaëlle. Pas comme Madame Castan. Et ça, personne ne peut me le reprendre. Le lendemain, Madame Lefort m'a invité à son cours de tango. Juste pour regarder, voir si ça vous plaît. J'ai hésité. Puis j'ai pensé, pourquoi pas? J'avais 66 ans. J'avais un jardin. J'avais des tomates. Pourquoi pas le tango? Alors j'y suis allée. C'était dans une petite salle, à Montmartre. Il y avait des gens de tous âges, des jeunes, des vieux, des entre-deux. Et ils dansaient. Je suis restée assise, à regarder, à écouter la musique. Madame Lefort dansait avec un monsieur élégant, cheveux gris, sourire doux. Elle avait l'air heureuse, libre, vivante, à 62 ans. À la fin, elle est venue me voir. Alors, c'est beau. La semaine prochaine, vous dansez. Oh non, Si, vous dansez. Vous avez fait un jardin à 65 ans. Vous pouvez danser le tango à 66. Et elle avait raison. Je pouvais. Août est arrivé. Chaud, long, généreux. Le jardin donnait. Beaucoup, trop même. Je vendais mes légumes maintenant. Pas beaucoup, juste un petit stand, le samedi, à Fontainebleau. Les gens venaient. Ils achetèrent mes tomates, mes courgettes, mes herbes. Ils me posaient des questions. Comment je faisais? Quel était mon secret? Je n'avais pas de secret. Juste de la terre, du temps, de la patience et des mains qui n'avaient non plus peur de se salir. Un samedi, une jeune femme s'est arrêtée devant mon stand. 25 ans peut-être, très jeune. Elle a regardé mes tomates, mes légumes. Puis elle a dit « Vous avez de la chance de faire ça, d'avoir ce jardin, de la chance. » J'ai souri. Ce n'est pas de la chance, c'est un choix, difficile, coûteux, mais un choix. Coûteux comment? J'ai hésité, puis j'ai dit la vérité. Mon fils ne me parle plus. Mes amis m'ont abandonné. Je vis seule. Parfois, je me demande si j'ai fait une erreur. Elle m'a regardée, surprise de mon honnêteté. Et vous avez fait une erreur? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Mais au moins maintenant, je vis. Vraiment. Pour moi. Elle a hoché la tête. Lentement. Merci, elle a dit. Et elle a acheté mes tomates. Septembre est arrivé. Les feuilles commençaient à changer. Le jardin ralentissait. Naturellement, c'était la fin de la saison. Bientôt, il dormirait. Et au printemps prochain, il recommencerait. Comme moi. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai réalisé quelque chose. Je suis heureuse. Pas parfaitement heureuse. Pas comme dans les films. Je suis seule souvent. Mon fils me manque. Mon poignet me fait mal quand il pleut. Mon dos aussi. Je ne sais pas si Damien reviendra un jour. Si on se reparlera. Si on se pardonnera. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Je ne sais pas si ce que je fais a du sens. Mais je me réveille le matin et j'ai envie de me lever. Je vais au jardin et je me sens vivante. Je touche la terre et je me retrouve. Et c'est suffisant. Non, pas suffisant. C'est réel. C'est vrai. C'est moi. L'autre jour, j'ai écrit quelque chose, dans mon cahier vert, sur la dernière page. À 24 ans, j'ai oublié qui j'étais. À 65 ans, je l'ai retrouvée. Elle n'est plus jeune. Elle n'est pas parfaite. Elle est seule parfois. Elle a peur souvent.
Mais elle est là, enfin, et c'est le plus beau cadeau que je me sois jamais fait. Alors voilà, je m'appelle Anaëlle Castan, j'ai 66 ans, je suis veuve, mon fils ne me parle plus, j'ai un jardin, imparfait, chaotique, magnifique. J'ai des tomates, beaucoup de tomates. J'ai des voisins qui jardinent, une voisine qui danse le tango, des clients qui achètent mes légumes. J'ai des mains sales, un dos qui me fait mal, un cœur qui s'est cassé et qui s'est réparé différemment. J'ai perdu 40 ans de ma vie, mais j'ai trouvé le reste. Et le reste, je ne le gaspillerai pas. Plus jamais. Le rosier blanc a 3 nouvelles roses aujourd'hui. Je les ai coupées. Doucement. J'en ai mis une dans un vase. Chez moi. J'en ai apporté une à Madame Lefort. Et la troisième, je l'ai laissée sur le terrain, pour qu'elle sèche, pour qu'elle reste, pour qu'elle me rappelle que tout peut renaître, même à 65 ans, surtout à 65 ans. Parce que c'est là qu'on sait enfin ce qui compte vraiment. Vous avez quel âge? 30 ans? 50 ans? 70 ans? Peu importe. Vraiment. Ce qui compte, c'est la réponse à cette question. Si vous viviez encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, est-ce que vous voudriez les vivre comme vous vivez maintenant? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attend? Quelque chose que vous avez oublié? Quelque chose que vous avez abandonné? Quelque chose qui murmure encore votre nom? Moi, j'ai attendu 65 ans. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'attendre aussi longtemps. Allez-y, pendant qu'il est encore temps, pendant que vos mains peuvent encore tenir une pelle, ou un pinceau, ou un stylo, ou n'importe quoi d'autre. Allez-y, parce que le regret de ne pas avoir essayé, c'est le seul regret qui ne part jamais.